Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On vient de commencer 2023 et qui dit début d'année dit bilan de l'année passée. Donc comme chaque année, je vais faire mon top 10 des mangas qui sont sortis en 2022. En parallèle, il y aura aussi une vidéo sur mon top 10 des animés de l'année 2022 et on finira la vidéo avec un petit peu mes attentes sur 2023. Avant de commencer, on va faire un petit point sur ce que j'ai pensé de l'année 2022 et c'est comme l'année 2021, c'est une année qui est vraiment très riche en termes de sorties, qui continue sur la dynamique où limite on est un petit peu, c'est un raz-de-marée. Il y a beaucoup de titres alors qui sont très qualitatifs, il y a eu des titres un petit peu moins que j'ai moins appréciés, mais c'est vrai que dans l'ensemble, si je fais le point, je suis à plus d'une trentaine de mangas à chaud ou des fois il y a des mangas à chaud doubles, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de sorties, de nouveautés qui sont vraiment très bien. Il y a eu pas mal de rééditions de titres un peu plus anciens qui étaient introuvables ou indisponibles. Il y a des titres qui sont jamais sortis ou jamais ressortis, qui sont enfin sortis ou enfin ressortis. Ça fait très plaisir, moins en portefeuille, mais en tout cas, c'est une très bonne année. J'espère que 2023 va se calmer un petit peu pour l'argent, mais en termes de sortie, j'aimerais qu'on continue sur cette dynamique. Mais au bout d'un moment, je me dis, il n'y a plus grand chose à sortir au Japon parce que quasiment tous les gros hits sont sortis, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai que globalement, tous les gros titres qui sont dans le top 10 Oricon peut-être à un ou deux près, ils sont quasiment en France. Donc là, c'est vrai que les gros fers de lance japonais sont en France. Et donc, va peut-être falloir attendre un petit peu de temps avant d'avoir de très gros hits. Mais je suppose qu'il y en aura encore qui vont arriver en 2023. Mais ça, on verra ça en fin de vidéo. Et encore une fois, avant de commencer, je vais juste vous faire un petit point sur le top 10. Déjà, c'est mon top 10. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal. Chacun a son avis, chacun a son top 10. Si vous avez un avis différent, dites-le moi en commentaire. Mais alors, je vais aussi dire deux, trois petites précisions. C'est mon top 10, et donc en fait, il y a des choses que j'ai pas pu mettre dedans parce que, typiquement, s'il y a des titres qui sont des rééditions de mangas que je connaissais déjà, typiquement Sanctuary, j'ai les tomes de Kabuto. Donc pour moi, c'est pas vraiment une redécouverte. L'édition est très bien, mais c'est vrai que j'ai difficilement dans ma tête à me dire c'est un nouveau manga. Parce que j'ai déjà ce manga, j'achète la nouvelle édition qui est très bien, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a aussi des titres où il y a un peu moins cet effet waouh, typiquement les Junji Ito de chez Mangetsu ou les Lovecraft de chez Kiun, où c'est vrai que ça fait 2-3, alors bientôt 2 ans pour Mangetsu, ça fait 2-3 ans pour Kiun, qu'on a on va dire la même collection de titres, ce qui fait que j'ai un peu moins ce côté waouh, c'est un super titre, parce qu'en termes d'édition, c'est une super édition, mais c'est vrai qu'après, on a eu Tomie qui est un peu un truc de fou, et après, il y a eu des titres qui étaient vraiment bien, mais c'est vrai que après Tomie, après Spiral, après Gyo, tout ce qu'a sorti Mangetsu est très bien, mais un peu moins bien. Voilà, c'est un peu méchant, mais voilà. Et après, il y a aussi des titres où je les attendais depuis très longtemps. Je suis très content qu'ils soient sortis en France, mais je trouve que l'édition n'est pas à la hauteur du titre. Typiquement, ça commence trop et ça finit par Blue. N'est pas dans mon top 10, juste pour ces raisons, parce que je suis un peu déçu du manque de travail sur l'édition en elle-même. Il y a des points positifs, mais il y a des points où je suis un peu moins content. Voilà, globalement, voilà, tout ce qui est un peu réédition que je connais, j'ai pas mis dedans, etc. Donc j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. Et on va commencer le top 10 maintenant. En 10e position, Day Dark. Donc c'est de Kyu Hayashida, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'autrice de Doro et Doro, une œuvre dont j'ai déjà parlé il y a un peu plus de 2 ans dans un manga vert, c'est un titre qui est vraiment bien, Doro et Doro. J'étais très curieux de découvrir son nouveau titre, Day Dark, qui cette fois va dans le délire d'un petit peu de SF. On va suivre deux personnages un petit peu étranges, délurés dans ce monde de space opéra qui traque des eaux, etc. Il y a tout un délire avec des personnages qui ont des noms un petit peu farfelus, il y a des jeux de mots, c'est très particulier. Le manga est vraiment bien, en plus, Soleil a fait du bon boulot en termes d'édition. On a en fait une couverture en plastique, où en fait, quand on retire la couverture, on a un autre dessin, c'est vraiment cool. On a les pages couleurs, qui n'étaient pas forcément dans les Doro Doro que j'ai, parce que les réimpressions ont retiré les pages couleurs. J'espère que ça sera pas le cas pour Day Dark. C'est un vrai titre qui est vraiment très bien. J'ai lu que seulement 3 tomes, donc je suis encore un peu sur ma faim. Je pense que c'est un titre sur la longueur, va être un excellent titre, un titre que je vais adorer, mais c'est vrai qu'avec seulement 3 tomes, j'ai bien aimé, mais il y a des titres qui ont beaucoup plus de tomes que j'ai beaucoup plus aimé, donc forcément, il est bas dans le classement. Et il y a aussi le prix, notamment, il est à un peu plus de 10 euros. C'est vrai que c'est un petit peu cher pour un format, on va dire, manga classique. Certes, il y a la couverture en plastique, mais c'est vrai que c'est un petit peu cher, surtout à une heure où l'inflation, tout ça. Donc, il y a le prix qui le fait baisser un petit peu, le nombre de tomes qui fait baisser un petit peu dans mon classement, mais globalement, ça reste un très bon titre, vraiment un de mes gros coups de cœur cette année, et il est quand même dans mon top 10 par rapport à peut-être une quarantaine de nouveautés que j'ai lues cette année. Donc c'est quand même pas mal.
En 9e position, Fortnite of the Apocalypse. C'est la suite, le spin-off, le séquel de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki. On est plusieurs dizaines d'années après la fin de son premier manga. On va suivre des nouveaux personnages, notamment ce personnage-là de Percival, qui est donc un des Fortnite of the Apocalypse qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série, qui sont donc des guerriers, des chevaliers qui sont élus d'une prophétie, qui doivent affronter le roi Arthur, qui est devenu un chevalier, enfin un roi un petit peu diabolique. Euh, on est sur du très classique, clairement. Si vous cherchez un bon petit shonen pour un enfant, je pense que Fortnite, c'est vraiment bien. Alors, j'ai rien contre d'autres shonen, mais c'est vrai que il y a plein de shonen qui sont un petit peu à chaque fois, on dit oui, il révolutionne le genre, il joue avec les codes, il fait ci, il fait ça. C'est très bien, j'adore Jujutsu, j'adore Demon Slayer, j'adore My Hero Academia, mais à force de tellement jouer avec les codes, à tellement traficoter tout avec, on arrive un petit peu à oublier c'est quoi la base de la base. Et je trouve que Fortnite of the Apocalypse, c'est vraiment un shonen simple, classique, qui joue pas avec les codes, enfin, qui utilise les codes de base, et qui commence pas à les traficoter, à faire l'alchimiste, etc., à faire n'importe quoi. Typiquement, le tout début de Fortnite, c'est Dragon Ball. Vraiment, un petit gamin qui quitte sa montagne, qui tombe sur un groupe, il y a le premier chapitre ou le deuxième chapitre, où il tombe sur une meuf, il commence à lui poter des seins, il dit « Non, t'inquiète pas, elle pense qu'il a gamin, il dit « Non, t'inquiète pas, j'ai 16 ans !» Et là, c'est clairement Goku et Bulma au début de la série. Et donc, j'ai vraiment pris plaisir à redécouvrir ça. En plus, il y a ce côté. Certes, c'est un spin-off suite de Seven Deadly Sins, mais le début, en tout cas pour les 5-6 premiers tomes, s'émancipe pas mal de la série d'origine, et après, au bout d'un moment, il raccroche un peu les wagons, ce qui fait que si on n'a pas lu le manga d'origine, on peut vite être perdu, parce que le monde de Fortnite a vécu avant, mais pareil, dans Seven Deadly Sins, on savait que le monde avait vécu avant, il y a quand même pas mal de personnages qui ont un lourd bagage, et une lourd backstory, qu'on sait tout de suite, et c'est un peu pareil dans Fortnite, mais en tout cas, c'est vraiment un bon petit shonen. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à lire les 7 tomes qui sont sortis cette année. En 8e position, Sakamoto Days. Donc là, on est vraiment sur l'exact opposé, parce que si je trouve que Fortnite of the Apocalypse c'est vraiment un petit shonen qui se prend pas à la tête, qui vraiment coche toutes les cases du shonen classique sans vraiment traficoter, Sakamoto Days, qui est un shonen, en préambule, n'a rien à shonen, parce que on va suivre un personnage qui est un père de famille obèse, qui est marié, qui a une femme, une fille, qui travaille dans un supermarché, qui a la trentaine, voire peut-être même la quarantaine, et qui est un instant tueur, un tueur à gages, qui, le passé va le rattraper, il va se remettre à raccrocher un peu les wagons, et va devoir réutiliser ses armes et son passé de tueur à gages, avec tout un délire de mafia, de gang, d'intergang, de groupes d'assassins, de prisonniers qui viennent l'affronter. Il y a des combats qui sont vraiment oufissimes. Donc c'est vrai que sur cet aspect-là, on est vraiment sur un shonen qui bouscule un petit peu le principe du jeune garçon plein de fougue qui a 15 ans. Bah là, le personnage, c'est un gros monsieur qui a pas envie de se lever, qui veut juste rester sur le supermarché et biper les codes barres. Donc ça, c'est vraiment cool. Graphiquement, je trouve que le titre est une pépite. Il y a des passages qui sont vraiment bien pensés. Notamment, dans le tome 3 ou 4, il y a un personnage qui a une sorte de cape d'invisibilité. Et donc, en fait, quand il fait ça, il y a une sorte de déformation autour de lui pour montrer que sa cape réfracte la lumière, donc ça réfracte un petit peu tout ce qui est autour de lui, donc on voit ce côté-là. Et même les bulles, donc en fait, le texte qui est derrière lui est un petit peu déformé. Je trouve ça vraiment cool de jouer un petit peu avec le côté 9e art, le découpage, l'art séquentiel. J'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment cool. Il y a des scènes, alors il y a aussi tout un délire over the top pour les personnages. Certes, on est dans un univers un petit peu qui se veut street crédible d'assassins, de tueurs à gages, mais en fait, il y a rien qui est crédible parce que les mecs, ils sauvent des camions, ils coupent des voitures en deux, ils sont hyper over the top, et ça, je trouve ça vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, Sakamoto Days, vraiment un bon petit shonen. En 7e position, Bambi Remodeled. C'est la réédition de Bambi aux éditions Imacho, qui est un éditeur qui est en train de renaître un petit peu de ses cendres, alors qu'il n'était pas vraiment mort, mais en fait, pendant quelques années, il sortait des titres un peu dans l'anonymat. Il y avait quelques titres que j'avais à droite à gauche, mais c'est vrai que pendant un an ou deux, ils ont lancé des trucs qui sont jamais réellement sortis. Et là, ça fait depuis Angoulême, quand j'ai rencontré l'éditeur, il a sorti Bambi. Il y a eu 4 tomes qui sont sortis, bientôt 5. Il a sorti La déchéance d'un homme de Ousamaru Furuya, qui est vraiment bien. Il va y avoir d'autres titres de Ousamaru Furuya. Il va y avoir d'autres titres qui vont sortir en 2023. C'est son année. Et ça va continuer, j'espère qu'il va sortir plein de titres qui sont vraiment très particuliers, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. Imacho, c'est un petit peu un gros délire, hein. Si vous voulez des trucs un petit peu qui vont bousculer, allez voir cet éditeur-là. Et donc Bambi, c'est le premier grand titre de Atsushi Kaneko. Alors il a fait quelques petits one-shots avant, mais c'est sa première série longue, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai découvert Atsushi Kaneko l'année dernière avec Search and Destroy. Alors,
je le connaissais de loin, mais j'avais jamais vraiment pris la peine de commencer à lire ses œuvres. Et donc j'ai découvert, on m'avait conseillé pendant très longtemps Wet Moon, et donc l'année dernière, Search and Destroy chez Delcourt, donc qui était donc une réécriture en mode science-fiction post-apo de Dororo de Osamu Tezuka. Donc j'ai ensuite découvert d'autres titres qui sont encore disponibles chez les différents éditeurs, notamment Sol chez Ankama, et j'ai pu découvrir Bambi, son premier grand titre. J'ai adoré, c'est vraiment un super titre. J'espère qu'on aura le tome 0 de Bambi, c'est le seul qui... Enfin, ceux qui me manquent, non. Il y en a 4 qui sont sortis, mais je sais que c'est un tome où on ne sait pas encore s'il sortira, mais en tout cas, je croise les doigts pour qu'on l'ait. En tout cas, Bambi, je suis très content, et j'ai hâte de découvrir les prochains titres de Atsushi Kaneko qui vont sortir en France l'année prochaine. En 6ème position, Dandadan. Alors, je sais toujours pas si ça se dit Dandadan ou Dandadan. Moi, j'aime bien dire Pomme d'Adam. Voilà, ça, j'ai appelé Dandadan, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Vraiment un titre excellent qui, d'après ce que j'ai compris, ne brille pas tant que ça. Enfin, par rapport au tirage de Kazé, enfin Crunchyroll maintenant, n'a pas vraiment les ventes qui lui vont. Je pense que le titre paye les pots cassés déjà d'un dos, enfin un choix global de l'éditeur de faire des dos, et donc peut-être des gens qui ont boudé un peu le titre. Peut-être aussi le fait que le titre a été pas mal annoncé en amont, il y a peut-être des gens qui ont commencé à lire en scan et qui n'ont pas voulu acheter le manga. En tout cas, Dandadan, c'est vraiment super bien. Il y a aussi quand même un trip qui est quand même assez particulier, je pense que c'est un peu moins fédérateur que d'autres titres, parce que certes, on est sur un banal, entre guillemets, manga d'exorcisme, où on va suivre Ken et Momo qui vont affronter différents créatures surnaturelles, des yokai, mais il y a tout un délire avec aussi les cryptides, les créatures un petit peu des urbaines japonaises, des aliens, typiquement dans le tome 3, il y a Nessie, donc le serpent qui vit dans le lac du Loch Ness. Voilà, tous ces trucs-là, c'est un peu chelou. Il y a Mami Turbo, qui est un personnage, alors quand on s'intéresse un petit peu à toutes les créatures urbaines japonaises qui apparaissent dans différents mangas, c'est une créature qui revient souvent, mais on va sûrement avoir des yokai qui vont apparaître, peut-être des tengu, peut-être des tanuki, je ne sais quoi encore, toutes les créatures qui ont inspiré pas mal les yokai, les Yokai Watch. Donc, et aussi les Pokémon, hein, voilà, tout ça. Donc vraiment, Dandadan, pour cet aspect-là, j'aime beaucoup. Et graphiquement, alors c'est un truc que il y a des gens qui le remontent, d'autres qui l'oublient un petit peu, mais l'auteur, je sais pas si c'est ses premiers titres, je crois que j'ai un doute, je crois qu'il a quand même quelques années d'expérience, on m'avait expliqué qu'il était un peu plus vieux que ça. Il y a quand même des effets de profondeur, de déformation, où à un moment t'as un tunnel, et en fait tu vois le tunnel en mode, genre tu vois les deux bouts en même temps, donc ce qui fait que t'as un effet de perspective, déformation de l'image qui est vraiment cool, où les personnages ils ont les jambes qui vont vraiment, on va avoir tout l'angle qui va apparaître sur une seule grande page, c'est vraiment oufissime. Et il y a aussi tout l'aspect romance qu'il y a entre Momo et le héros Ken, qui est un petit peu genre je t'aime moi non plus, ils se cherchent, ils se repoussent, etc. parce qu'ils sont encore un peu timides. C'est vraiment un titre qui est super bien. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes, mais ça va monter que en puissance. De toute façon, tout le monde me dit que c'est vraiment super bien et que ça va monter en puissance, donc j'ai hâte de voir ça, donc vraiment cool. Et après, encore une fois, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils ne payent pas les pots cassés des choix éditoriaux et surtout de la nouvelle charte graphique de Crunchyroll. En 5ème position, Manchuria Opium Squad. Alors, c'est un titre qui est sorti au tout début de l'année 2022, qui m'a mis une méga claque. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On va suivre, pendant un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, on va suivre un petit japonais qui est envoyé en Mandchourie, qui, bon gré mal gré, va devoir se mettre à trafiquer, enfin créer de l'opium pour nourrir sa mère, enfin qui est malade, et ses petits frères qui sont tout pauvres. Et il va se retrouver embarqué dans un gang de mafieux japonais, enfin de la Mandchourie, qui sont mi-chinois, mi-coréens, mi-japonais, je sais plus trop quoi. Et donc il va se retrouver un petit peu embarqué là-dedans. Beaucoup de gens, moi-même j'ai fait le lien avec Breaking Bad, parce que forcément un mec un petit peu pauvre qui a un don pour faire de la drogue et qui se retrouve dans un gang, on pense à Breaking Bad. Mais après, le titre s'émancipe énormément de ça. On est vraiment sur un délire, on va suivre un peu la géopolitique, la vie locale de la Mandchourie. C'est un titre que j'ai vraiment adoré. Et passé le tome 4-5, j'ai trouvé que le titre baissait un peu en qualité. Alors, il partait un peu dans plein de délires, et c'est pas forcément les délires que je voulais voir en lisant le manga au début, ce qui fait que je trouve qu'il a un peu perdu... il s'est un peu essoufflé pour moi, clairement. Ça reste pas un mauvais titre, mais c'est sûr que quand ils sont en train de partir en Russie, enfin, la Russie orientale, je sais pas où est-ce qu'ils vont, je sais pas ce qu'ils font, et là, ça m'a un peu perdu. Déjà, il y avait un délire où il rencontrait une actrice qui devait la sauver de gang.
Là, genre, je m'attendais pas à lire ça en commençant Manchuria, mais vraiment, c'est un bon petit titre qui m'a vraiment beaucoup plu, donc vraiment à lire. En quatrième position, Genesis. C'est de Kojimori, c'est aussi aux éditions Vega. C'est alors pendant très longtemps pour moi Genesis était moins bien que Manchuria, dont j'ai cité juste avant, mais en fait là depuis le tome 3, vraiment il y a des super idées où en fait le héros qui se retrouve qui a été propulsé à la pas à la préhistoire mais le Néandertal, donc il y a les Néandertaliens, les Homo sapiens. En fait, il commence à y avoir un délire où on t'explique un peu la vie des Néandertaliens, des Homo sapiens, où, genre, typiquement, on va capturer un loup, un bébé louveteau, enfin un louveteau, et on va l'élever, et donc ça va être les premiers chiens qui, au fur et à mesure des générations, des croisements, vont devenir les chiens domestiques qu'on a chez nous. Typiquement, genre, comment ils se nourrissaient, les Homo sapiens, ils buvaient du sang parce qu'il y avait plein de minéraux dans le sang des animaux. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants, qui en plus rappellent un peu son gros titre, Holy Land, où il y a un délire où il y a des combats où à un moment le héros affronte quelqu'un et il explique un petit peu les techniques de combat, de soumission qui ne sont pas forcément les techniques qui ont été apprises par aux Homo sapiens, parce que il n'y avait pas cette discipline, il n'y avait pas seulement cet art de savoir que genre tu prends le pouce de quelqu'un, tu fais une torsion à 90 degrés, tu lui pètes le bras, tu vois, ces trucs-là qu'il y a dans Genesis, et je trouve ça vraiment super intéressant, et vraiment chaque tome n'a fait que là où Manchuria, que j'ai beaucoup aimé au début, j'ai trouvé que les tomes m'intéressaient un peu moins chaque tome. Là, Genesis, chaque tome, je prends une claque, j'ai hâte de lire chaque tome avec vraiment beaucoup d'impatience. En troisième position, avec la médaille de bronze, Black Box. Donc c'est de Tsutomu Takahashi, un auteur que j'aime énormément. J'avais découvert il y a quelques années avec Détonation aux éditions Pika. J'ai lu Bakuon Reto, j'ai lu Neun, j'ai lu tous les titres qui sont sortis chez Panini, qu'on a eu la chance d'avoir depuis 2-3 ans. Et donc Black Box, c'est un de ses derniers titres en date, qui est en plus sorti cette année en France. On a eu 5 tomes sur 6. C'est un manga de boxe où on va suivre Ryoga, donc le héros qui est juste ici, qui a le sang chaud, son père est en prison, son frère a tué quelqu'un, tout le monde dit qu'il va tuer quelqu'un, et donc il se retrouve un petit peu au banc du monde de la boxe, où on le considère juste comme un paria, et il va montrer un petit peu que c'est un bonhomme. Pour l'instant, on a 5 tomes sur 6, donc on a quasiment l'œuvre entière, donc forcément, j'ai une vision quasiment globale de l'œuvre, et c'est génial, j'adore en plus Tsutomu Takahashi, donc son trait est toujours aussi ouf, en plus dans un manga de sport, de boxe, vraiment, c'est super bien. Et le titre est quand même très dur, notamment le tome 5, avec le destin de Léon, donc le grand rival du héros. Waouh, je m'attendais pas à voir ça. En tout cas, Black Box, c'est génial, allez lire. Il y a seulement 6 tomes, donc là on a 5 tomes sur 6, donc au mois de février, normalement 2023, on aura la série complète en France. À lire, c'est vraiment super bien. Et à la première position, oui, il n'y a pas de deuxième. À la première position, ils sont ex aequo. Ce sont deux gros bouquins aux éditions Meian. C'est Baki et Karakuri Circus. J'ai eu pas mal de mal à les départager. Et en vrai, les deux titres sont vraiment très bien. Alors très différents, ce qui fait que j'ai un peu du mal à les départager. Mais il y a les deux titres qui sont vraiment emblématiques. C'est une des grandes œuvres de Fujita, un auteur que j'aime beaucoup, même si on n'a malheureusement pas grand-chose chez lui en France. Baki, c'est l'œuvre Itagaki. Baki, moi j'ai découvert avec l'animé, sorti il y a des années. On a eu la chance d'avoir la suite en animé sur Netflix, c'est vraiment cool. J'espère que Meian ira jusqu'au bout. Karakuri, on a eu 17 tomes en France, édition Delcourt. J'ai jamais eu la chance de les lire. J'ai vu l'animé sur Prime il y a très longtemps qui rush le manga en une trentaine d'épisodes, qui a un manga qui fait 42 tomes en seulement 30 épisodes, donc c'est vraiment de la merde. Et en redécouvrant l'œuvre avec le manga, je comprends tout ce qu'ils ont zappé, et c'était vraiment n'importe quoi. Baki, je redécouvre avec le manga, et donc l'anime avait fait un choix d'adapter l'œuvre de manière chronologique, là où le manga en fait raconte Baki puis montre son enfance. L'anime avait commencé direct avec l'enfance. Et si je l'aimais premier, c'est aussi que Meian a fait du super boulot, que ce soit au niveau de l'édition, du prix. On a des pages couleurs, le papier est de bonne qualité, et en plus, il y a une sortie qui est quand même assez costaud. Même si Karakuri, ils ont un peu chié dans la colle au début, parce qu'on a eu pas mal de temps à voir le tome 5 à 8. Là, on est à 12 tomes maintenant en France. Baki, on est à 8 tomes. C'est sorti au mois de juillet pendant la Japan Expo. C'est les nouveautés qui ont eu le plus de tomes cette année. En même temps, le DR d'abonnement de Meian, ça paye un peu. Ce qui fait que je les mets très haut, parce que vraiment, le travail de l'édition, les titres, leur qualité, le nombre de tomes que j'ai pu lire en un an, forcément ça joue. C'est peut-être les titres que j'ai eu le temps de lire le plus de tomes cette année, parce que à part Fortnite qui a eu 7 tomes, 8, 12, j'en ai lu 8, j'en ai lu 6.
c'est beaucoup. Donc forcément, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, la qualité et le prix, ça a joué aussi. Les box sont vraiment somptueuses. Donc ouais, je mets ces 2 titres un petit peu ex aequo. Après, si je devais vraiment les départager, je pense que mon cœur balance pour Karakuri. Parce que Baki, le dessin de Itagaki a pris un petit coup de vieux quand même, ça a 30 ans, et en plus les couvertures, t'as des couvertures qui sont magnifiques avec son style qui a peut-être 10 ans. T'ouvres le tome, tu fais ah ouais, entre la couverture et le dessin, il s'est passé il y a 20 ans d'écart, et ça sent un petit peu, mais c'est pas grave, on va pouvoir découvrir toute l'évolution de son style au gré des tomes. Là où Fujita, il y a quand même déjà son style qui est quand même déjà bien présent, avec ces personnages qui ont des faciès qui font super peur, des meufs avec des hanches qui sont super larges. Ça on aime, et voilà, donc Karakuri et Baki, on va dire premier, deuxième, si on devait faire un classement, mais les deux pour moi sont vraiment les deux gros titres de cette année. Maintenant pour 2023, alors j'ai sorti mon téléphone parce que j'ai fait une petite liste comme ça pour vous dire un peu les titres que j'attends pour l'année prochaine. J'essaie de les faire un petit peu par groupe thématique. Là typiquement, d'abord on va commencer par les one-shots. Déjà, il y a le nouveau one-shot de Fujimoto, Adieu Eri, que j'ai pu lire sur Manga Plus en français. Vraiment très bien, j'ai hâte de redécouvrir ça dans un tome, vraiment de redécouvrir ça. Il y a l'anthologie de Jun Mayuzuki, donc, qui est l'autrice de Après la pluie et de Kowloon Générique Romance. Donc c'est ses œuvres qu'elle a faites un petit peu avant 2017, je ne dis pas de bêtises. Donc pouvoir découvrir un petit peu son parcours d'autrice, j'ai hâte de découvrir ça. Et une réédition de Blame, ou Blame, ou je sais pas comment ça se, je sais jamais comment ça se prononce, le tome 0, alors qu'il s'appelait Noise avant. Moi j'ai le tome en sens de lecture français, je pense que je vais me le reprendre, parce que déjà, j'aurai le tome 0 de Blame à côté de mes 6 tomes gigantesques de Blame. Je crois que derrière, ils vont sortir Bioméga, mais comme j'ai l'édition normale, j'ai pas forcément envie de repasser la caisse tout de suite. Il y a Ta Copie, alors c'est pas un one-shot, c'est une série en 2 tomes, mais les 2 tomes sont sortis d'un coup, donc on va faire plus ou moins avoir une sorte de one-shot, voilà, vous avez compris le délire. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je crois que ça parle un peu de SF. De ce que j'ai vu sur Internet et sur Twitter, c'est un raz-de-marée au Japon, ça a cassé la gueule à tout le monde. Il y a seulement 2 tomes, la série est vraiment terminée au Japon, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si ça va me plaire ou non. Mais en tout cas, j'ai déjà réservé l'édition collector, donc si c'est nul, ben, j'espère que je vais pas le regretter. Aux éditions Akata, ils vont sortir au mois de mars ou avril, Confidence d'une prostituée. Alors, c'est vrai que le titre m'a un peu surpris quand j'ai vu ça, mais l'auteur, Takao Saito, Monsieur Golgo 13, je dis, je prends. C'est un one-shot, donc je prends. Ensuite, on va avoir d'autres one-shots audition Casterman. On va avoir 3 titres de Suihiro Maro, donc l'un des grands maîtres de l'Hero Guro. Il va y avoir une nouvelle série, donc c'est Paraiso, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un nouveau titre qui est sorti il y a quelques années, c'est un one-shot. Et on va avoir 2 rééditions, L'île Panorama et L'Enfer en bouteille, qui était sorti il y a quelques années, qui étaient introuvables. Et je ne les ai pas dans ma collection, donc je vais pouvoir compléter un peu ma collection Suihiro Maruo, qui est quasiment complète en fait, maintenant avec ces rééditions. Il manque peut-être quelques titres par-ci par-là, mais qui m'intéressent un petit peu moins. Ensuite, on va arriver à des vraies nouveautés, enfin des séries longues. Déjà aux éditions Mangetsu, il y a 2 titres qui m'intéressent. Il y a Mibu Gichiden, donc qui est une histoire qui se passe encore dans le délire du Shinsengumi. Moi j'aime beaucoup les samouraïs, j'adore Shidolan. Donc clairement, c'est un peu dans cette continuité de collection de samouraïs qui est chez Mangetsu. Donc j'aime beaucoup. Et on va voir un nouveau titre de Tetsuhara, son dernier titre en date, qui s'est terminé que très récemment au Japon. C'est Ikusa Noko, la légende de Nobunaga, qui raconte l'histoire de Nobunaga, donc de sa jeunesse jusqu'à sûrement sa mort. De toute façon, je pense qu'il a raconté toute sa vie. Il y a Blue Box, qui est l'un des gros hits du Jump. Alors, je sais que c'est une histoire de romance entre une meuf, enfin une fille, qui fait du basket et un garçon qui fait pas du badminton, du volley. Non, c'est pas du volley. C'est badminton, c'est un truc à la raquette, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que c'est une romance, mi-romance, mi-sport, qui fait couler beaucoup de larmes à beaucoup de gens. Donc, j'ai hâte de lire ça. On va avoir aux éditions Akata à nouveau le Clan de Pau qui devait sortir en fin d'année, qui sortira que l'année prochaine. Moto Hagio, j'en ai parlé pendant mon calendrier. C'est une autrice qui a révolutionné, qui a instauré des délires, enfin des genres dans le monde du shoujo et dans le yaoi. J'ai hâte de lire ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin, je sais que ça parle un peu de vampires, etc. Mais j'ai jamais lu le bouquin, donc je vais découvrir ce chef-d'œuvre de Moto Hagio. Dans un autre genre de manga un petit peu patrimoniaux, chez Isan, on va avoir du Tezuka. On va avoir normalement Bomba, donc qui est une œuvre d'horreur. On devrait avoir les Blackjack, donc un de ses chefs-d'œuvre. Donc j'ai hâte de découvrir ça.
On va avoir aussi, alors c'est encore un one shot, j'ai oublié de le mettre, design de Daisuke Igarashi, donc qui est l'auteur des Enfants de la mer. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que j'ai beaucoup aimé Les Enfants de la mer, même si je l'ai pas mis dans mon top 10, c'était quand même c'est un bon titre que je vous conseille. Il y a Evol de Atsushi Kaneko, donc aux éditions Delcourt Tonkam. On va avoir Kujo l'implacable aux éditions Kana, qui est donc le nouveau titre de l'auteur de Uchijima, qui sera en plus, le tome 1 sera gratuit en début d'année prochaine. Donc foncez sur Uchijima, un tome gratos, allez-y. Et on va avoir aux éditions Kiyun Valalian The Black Iron, donc une série qui est malheureusement en 6 tomes, qui s'est terminée au Japon, et de ce que j'ai compris n'a pas vraiment de conclusion. C'est par l'auteur de Rikudo, donc rien que pour ça j'ai envie de le prendre, même si je sais que j'achète une série en 6 tomes qui aura peut-être pas de conclusion. Mais j'ai vu qu'il y avait Napoléon, j'ai vu qu'il y avait Jeanne d'Arc, j'ai vu qu'il y avait il y a tout un panel de personnages historiques, j'ai envie de le prendre juste pour ça, ça me plaît. Aux éditions Naban, il va y avoir 2 titres d'un même auteur. On a Arion et Venus Wars. Et c'est déjà dans mon panier, hein, je les prends direct. J'ai hâte de lire ça. On revient un petit peu sur du patrimonial. On a Le Monde Fantastique de Shotaro. Donc une œuvre, donc 2 points June. Donc c'est des histoires courtes ou un ensemble d'anthologies d'œuvres de Shotaro Ishinomori, le papa de Kamen Rider. Donc ça, je prends. On arrive alors maintenant, on est plutôt sur... Alors, c'est des fuites, j'ai vu ça passer sur internet, ça devrait sortir en 2023. On a Shoha Shoten, donc c'est le dernier titre en date de Takeshi Obata, donc le dessinateur de Death Note. Donc j'ai envie de découvrir ça, et on devrait aussi avoir, je pense que ça c'est audition Kana, le prochain titre aussi, c'est Tokyo Igoro de Taiyo Matsumoto. Il y a un éditeur qui a édité du Taiyo Matsumoto, enfin il y en a peut-être un deuxième, mais il y en a un qui a tout édité, c'est Kana. Donc je pense que ça sortira chez Kana. Donc voilà, c'est un peu tous les titres que j'attends pour 2023. Encore une fois, votre top 10, dites-le moi en commentaire. Vos attentes, dites-le moi en commentaire. Là, c'est vraiment une attente sur les titres qui ont déjà été annoncés. On a quand même beaucoup de choses qui sortent en janvier et en février, donc préparez votre porte-monnaie. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez voir ma vidéo top 10 animé 2022, et on se retrouve dans quelques semaines pour reprendre les vidéos de manière classique. Allez, ciao tout le monde!